qui traitera de la cybersécurité dans le domaine ferroviaire. On va attendre quelques secondes que le participant se connecte. Merci de votre patience. Je vais projeter les slides. Vous devriez voir mon écran. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry Lecomte. Bonjour. Est-ce que vous Bonjour. avez votre... Bonjour. Alors, bienvenue donc au WebTech d'aujourd'hui sur le calculateur souverain et sûr. Donc, on va parler de cybersécurité dans le domaine ferroviaire qui rencontre beaucoup de problématiques et de vulnérabilités. Donc, on va, après un petit aperçu sur les atouts de SCS dans le domaine de la cybersécurité en général, on donnera la parole à nos deux experts d'aujourd'hui, donc Clearcy et Proven Run. D'abord, on commence avec Clearcy qui nous rappellera le contexte et les enjeux de cybersécurité dans le transport ferroviaire, en détaillant les différentes menaces et l'impact sur la sécurité des voyageurs notamment, et qui nous détaillera aussi un projet récemment labellisé par SCS autour d'un calculateur sûr et souverain pour justement contre-attaquer ces vulnérabilités. Et ensuite, on aura la parole à Proven Run qui nous parlera aussi de la distinction entre le monde de la sûreté et de la sécurité, et qui nous détaillera les différents niveaux de sécurité, les différentes architectures possibles, et qui nous parlera également des domaines de collaboration avec Clearcy, puisque ce sont deux sociétés membres du pôle SCS, expertes donc dans le domaine de la cybersécurité, et qui travaillent aussi ensemble. Et ensuite, donc, la session questions-réponses habituelle clôturera ce webinaire qui, je le rappelle, est enregistré, sera disponible en replay la semaine prochaine. Et vous pourrez donc bien sûr y accéder quand vous le souhaitez. Et poser les questions à nos experts. Il suffit de remplir vos questions dans le domaine, dans le menu questions affiché sur votre menu GoToWebinar. Voilà, nos experts que vous voyez normalement à l'écran. Thierry Lecomte, directeur de R&D de Clearcy, et Thierry Chenet, CEO de Proven Run. Alors, je rappelle juste que l'écosystème cyber et sécurité numérique de SCS compte une grosse cinquantaine, j'allais dire, d'acteurs, d'entreprises notamment, mais aussi d'organismes de recherche, bien sûr, avec une grosse proportion de start-up et de PME. Ça représente beaucoup de projets de R&D, dont un dont nous allons parler aujourd'hui avec ici notamment, vous voyez à l'écran. Et c'est des atouts, bien sûr, des acteurs clés dans le domaine industrie, mais aussi dans le domaine de la recherche. Vous voyez à droite de votre écran, nous avons cartographié finement ces équipes de recherche qui travaillent sur la cyber et la sécurité numérique en PACA, avec notamment des équipes de recherche, enfin, des équipes 8 qui travaillent sur ce domaine, mais 2 qui ont un focus dédié, j'allais dire, dans le domaine de la sécurité du numérique et la sécurité également de l'intelligence artificielle, le CEA et Eurecom. Et c'est plus de 100 chercheurs qui ont une expertise sécurité dans la région. Et ce sont bien sûr des équipes de recherche qui travaillent avec les PME, et aussi les grands groupes qui sont membres SCS pour justement des projets et de l'innovation dans le domaine du recherche et développement. Mais c'est aussi des formations. Ça, c'est un point régulier, une question, une problématique finalement assez régulière chez nos membres et en particulier nos PME et nos startups. Comment développer les compétences, comment recruter, comment booster la marque employeur de ces différentes sociétés, comment attirer des talents diplômés à l'étranger, par exemple. Les PME et startups membres SCS, c'est aussi une problématique qu'on devrait aborder d'ailleurs, je vous dis, dans le prochain WebTech, c'est pas encore confirmé, mais qui aura lieu le 7 septembre. On devrait aborder ça le 7 septembre prochain. Et donc, vous voyez 15 formations dans le domaine de la sécurité numérique et du domaine cyber, donc 7
Bac+5 et certaines labellisées par l'ANSSI, et des nouveaux diplômes qui apparaissent par différents organismes comme Centrale Méditerranée, comme Créaisen. Donc des nouveaux diplômes pour justement former vos collaborateurs et également que vous pouvez intégrer dans vos équipes par des stagiaires, par des chercheurs en chiffres et autres. On est aussi là pour vous aider à cela. Et puis un catalogue offrant de solutions cybersécurité fraîchement mis à jour, je dirais la semaine dernière, avec 17 PME, fournisseurs de solutions spécifiquement en cybersécurité, qui est disponible en téléchargement sur le site web du pôle SCS. Voilà, et puis quelques actions rapides que SCS mène régulièrement dans le domaine de la cyber et de la sécurité numérique. C'est le catalogue dont je viens de parler. Ce sont des cartographies et laboratoires, équipes de recherche et formation, je viens déjà d'en parler. C'est aussi une note de conjoncture trimestrielle et une annuelle sur le domaine sécurité numérique cyber. C'est une chaîne de valeur et une feuille de route qui est en cours d'élaboration, qui sera disponible en septembre et qui a été présentée. Donc une synthèse a été présentée notamment dans le domaine cyber et sécurité numérique à l'Assemblée générale, c'était la semaine dernière, je crois, la semaine d'avant. Et puis, bien sûr, c'est l'accompagnement de projets pour labelliser, mettre en relation différents partenaires qui ne se connaissent pas forcément, comme justement Clearcy et Provenal. Et puis, ce sont des animations comme celle d'aujourd'hui, des groupes de travail, des showrooms, et puis des rencontres marchés où là, on fait venir des donneurs d'ordre, des acteurs qui ne sont pas dans le domaine, qui ne sont pas chez SCS en général, mais qui ont des roadmaps, des besoins en innovation et notamment en solutions technologiques et numériques. Et permettent effectivement également de trouver des collaborations avec des donneurs d'ordre, des intégrateurs et de travailler sur des cas d'usage concrets pour nos offreurs de solutions. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Thierry Lecomte, donc directeur R&D de Clearcy. Thierry, vous êtes bien connecté? Oui, j'attends la possibilité de partager. Oui, vous devriez voir le pop-up là, normalement. N'hésitez pas à poser vos questions. De Thierry Lecomte. Voilà. Ok, merci, bonjour. Donc, on voit bien mes slides, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vois pas, mais peut-être que c'est le problème. Je ne vois pas vos slides là. Je ne vois pas d'écran partagé. Voilà, là, c'est parfait. Là, c'est bon, voilà, super. Donc, bonjour, je suis Thierry Lecomte, je suis directeur R&D de Clearcy, une PME des Bouches-du-Rhône, qui est spécialisée dans le développement de systèmes sûrs et non pas sécuritaires. Donc, on verra tout à l'heure la différence. Et on travaille principalement aujourd'hui dans le domaine ferroviaire. Donc, je vais vous raconter une histoire. Pourquoi et comment nous avons construit notre propre calculateur sûr et sécuritaire grâce au support de BPI France. On a eu 2 financements. Donc, pour la partie sûre, au travers d'un projet FUI qui s'appelait LCHIP, Low Cost High Integrity Platform, qui a eu lieu entre 2016 et 2019. Et pour la partie sécuritaire, avec l'appel à projet dont on va parler aujourd'hui, pour le développement de technologies innovantes critiques, pour un financement entre 2022 et 2024. Donc, une des raisons de cet appel à projet, c'est l'apparition de menaces cybersécuritaires sur les infrastructures de transport, comme ici cette attaque sur le réseau ferré danois en octobre dernier. Donc, c'est relativement récent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces lignes, les conducteurs de train ont un terminal mobile, une tablette, qui contient des données critiques, comme par exemple les limitations de vitesse devant le train ou la présence éventuelle de zones de travaux. Et donc, ces informations, elles sont nécessaires à la conduite des trains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le prestataire de services IT a subi une attaque, probablement liée à un rançongiciel, qui l'a conduit à arrêter en fait tous ses serveurs. Donc, les serveurs tombent. Il s'en est suivi une interruption de l'émission de ces données critiques à destination des conducteurs qui n'ont plus l'autorisation en fait, de faire évoluer leur train puisqu'ils ne savent plus ce qui se passe devant. Tous les trains se sont arrêtés pendant plusieurs heures. Alors, il n'y a pas eu de problème de sécurité, mais il y a tout de même eu un gros problème de disponibilité. Imaginez si vous aviez été passager à ce moment-là. Donc, le monde ferroviaire, en fait, c'est un monde qui a historiquement toujours été centré sur la sûreté de transport, en particulier celle des passagers qui est aujourd'hui prédominante.
Donc, il s'est construit, il s'est structuré au cours des siècles. Et donc, même s'il reste en fait des implémentations qui sont très différentes ou différentes selon les pays, le transport ferré, il s'appuie sur un cadre réglementaire qui est fort et qui est fondé sur un retour d'expérience conséquent, puisque les premiers trains datent du 19e siècle. Il existe des normes internationales qui sont reconnues, qui sont utilisées. On a des services techniques nationaux, on a des autorités de sécurité, on a des organismes de certification dépendants, on a des organismes transnationaux en charge de la coopération et de la cohérence du secteur ferroviaire. Bien, bref, on a un écosystème qui est très actif. Nos normes techniques, elles couvrent un certain nombre d'aspects, notamment les aspects fonctionnels, dysfonctionnels, des systèmes, des matériels, des logiciels, l'être humain, comment tout ça est organisé. Et aujourd'hui, en fait, les métros automatiques ne peuvent avoir recours à une présence humaine embarquée pour résoudre les systèmes, ce qui fait qu'il est nécessaire de pouvoir gérer en fait toutes ces défaillances qui ne manqueront pas de survenir au cours de la vie du métro. Donc, on est obligé de pouvoir prendre en compte cet aspect-là. Et on notera en fait qu'il s'est écoulé plusieurs décennies entre le premier métro automatique sans conducteur et ceux à communication par radio aujourd'hui avec des intervalles réduits qui représentent l'état de l'art industriel. Donc on voit malgré tout une évolution des technologies utilisées pour le transport automatique. Donc malgré tout, c'est pas on peut avoir une image vieillotte du transport ferré. En fait, c'est un monde qui est en évolution permanente parce qu'on cherche à améliorer l'efficacité. Il y a de plus en plus de monde à transporter qui apprécie de moins en moins les retards, les accidents, les problèmes d'exploitation. Et donc l'efficacité, plus d'efficacité, signifie qu'on va densifier en fait la circulation des trains et qu'on va aussi faciliter leur exploitation au-delà des frontières. Donc ça pose des problèmes aussi de concurrence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la signalisation, elle devient digitale et virtuelle. Elle s'appuie sur des technologies nouvelles comme la communication non filaire entre les trains ou la localisation par satellite. L'objectif est de pouvoir réduire les intervalles entre les trains tout en conservant un niveau de sûreté satisfaisant. Donc, différents systèmes, que ce soit pour le métro ou les grandes lignes de train, avec des solutions différentes. Donc, on réduit les coûts de déploiement en remplaçant des signaux fournissant une information ponctuelle par une information dématérialisée qui va pouvoir être, par exemple, diffusée sur une zone. Et donc, on a un changement de paradigme. Au lieu d'avoir des postes de contrôle centralisés, en fait, on va avoir une distribution des fonctions. On a des calculateurs qui sont distribués à bord des trains, qui sont sur les voies. Et dans ce cas-là, la prise de décision, elle va pouvoir être réalisée au plus près des capteurs. Alors bien entendu, le changement des principes de fonctionnement, de l'organisation du système et des technologies utilisées implique de nouveaux modes de défaillance et donc l'apparition de nouveaux risques. L'Union internationale des chemins de fer, donc, qui est cet organisme transnational en charge de s'assurer l'homogénéité des transports ferrés de par le monde, a lancé une étude de 3 ans concernant les conditions de certifiabilité des systèmes dits innovants qui utilisent par exemple une intelligence artificielle pour de la décision ou des fonctions qui vont être exposées à des attaques de type cybersécurité. Elle s'appuie notamment sur les travaux reposant sur la modélisation mathématique du raisonnement de sûreté, sur l'explicabilité du comportement des IA, large sujet, et sur des audits large spectre d'infrastructures ferroviaires. Et donc ces derniers audits ont montré il y a quelques années, vous avez les références en dessous, qu'il y a des vulnérabilités qui sont présentes à tous les niveaux. Donc il y a vraiment un gros besoin à ce niveau-là. Et donc cette étude de l'INSEE, elle doit conduire à l'émission pour l'instant de recommandations avant que ça devienne des spécifications techniques et éventuellement des standards pour aider les évaluateurs humains dans leur travail de certification, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux-ci sont directement responsables pénalement en cas d'accident. Et par ailleurs, ces changements font aussi apparaître de nouveaux comportements nuisibles, comme il y a quelques années les passagers poussés sur les voies, mais aussi des événements induits par les tensions internationales, comme les attaques sur certaines infrastructures de transport européennes. Donc tous ces aspects en fait poussent en fait à chercher des nouvelles solutions, des nouvelles manières en fait de gérer le risque.
Donc, pour répondre aux besoins de sûreté, CLIRSI a été amené à développer son propre calculateur sûr, qu'on peut voir ici dans ma main, donc tout petit format carte de crédit. Alors, on l'a développé pour des raisons de compétitivité, pour des raisons de propriété intellectuelle, et on a aussi une obligation de maîtrise des systèmes qu'on développe, car on est directement responsable des accidents qui pourraient survenir. Donc, on a besoin de savoir comment ça fonctionne et comment ça pourrait dysfonctionner. Donc, ce calculateur, il représente, ça ne donne pas l'impression, mais une dizaine d'années de R&D de développement industriel et un investissement de plusieurs millions d'euros. Donc, ce calculateur, sur le schéma que vous avez, en fait, il reçoit des mesures réalisées par des senseurs. Donc, on est dans un environnement perçu. On va prendre des décisions et on va actionner des équipements qui peuvent être des relais, des modules électroniques ou d'autres calculateurs. Et donc, au niveau des interfaces, il est manipulé par un opérateur humain et il est au contact immédiat d'un équipement de maintenance. Donc, les flux existants sont des flux locaux, concernent la mise à jour de l'applicatif sur du calculateur, donc c'est ce qui est appelé ici application, ainsi que de l'envoi de logs, de traces d'exécution à l'équipement de maintenance pour pouvoir faire de l'analyse a posteriori en cas de difficulté. Et donc, la mise à jour, elle utilise un bootloader qui va simplement vérifier l'intégrité de l'applicatif chargé. Donc, on suppose que l'opérateur a un accès physique à l'équipement. Donc, ce calculateur, ensuite, on va l'utiliser pour des applications sûres de fonctionnement, critiques, jusqu'à un niveau SIL 4, SIL Safety Integrity Level, et 4 représente en fait le plus haut niveau selon les normes en vigueur. Donc, dans la figure qu'on a, à partir d'informations provenant de capteurs laser et radar, on va par exemple détecter l'arrivée d'un train en station, son arrêt, l'ouverture des portes du train pour commander l'ouverture des portes palières qui sont installées sur le quai. Donc, ce système est aussi utilisé pour détecter la présence d'une personne qui pourrait se retrouver bloquée entre les portes palières et les portes du train. Ça arrive. Et rappelez-vous que la modification d'un système engendre de nouveaux risques. Ici, on a la possibilité de coincer une personne dans un espace dangereux lorsque le train va se mettre en mouvement. Donc, ce calculateur, il est sûr. Donc, ça veut dire quoi? Sûr, en fait, il est capable de déterminer s'il peut réaliser sa mission. Et donc, pour ce faire, on réalise un certain nombre de vérifications matérielles et logicielles en permanence. Donc, on a 2 microcontrôleurs, vous voyez sur le schéma des PIC32, qui exécutent à tout moment 4 instances du même programme, qui vont être compilées différemment et en utilisant l'électronique sécuritaire. Donc, on détectera par exemple des dérives d'horloge, des différences dans les valeurs des variables répliquées sur les 4 instances, ou l'incapacité à exécuter une des instructions produites par l'un des compilateurs. Et donc, si une telle défaillance est détectée, le calculateur passera dans un mode dit restrictif, où on va en général désactiver les sorties. Donc, il pourrait être aussi reprogrammé pour rebooter lorsqu'on est dans un environnement où le calculateur ne sera pas facilement accessible, par exemple si on envoie le calculateur dans l'espace. Donc, les principes de sûreté, donc ça c'est important, reposent en partie sur une librairie formellement développée, la Safety Library, et éprouvée mathématiquement. Ces principes sont hors de portée du développeur qui ne peut pas les altérer. Et donc, sur la figure, ils sont représentés en orange. Et ce qui est important, c'est que ce calculateur, en fait, il n'est pas spécifique au monde ferroviaire. Actuellement, il est utilisé pour des applications de mobilité automatique et autonome, donc il y a une certaine différence, sur terre et sur mer, pour la prise de décision, mais aussi pour la communication. Et donc, ce calculateur se présente, donc je vous l'ai montré, ça c'est sur la forme d'une carte fille de la taille d'une carte de crédit. Donc, il est défini, il est certifié, on en parlera un peu après. Et il vient ensuite se connecter sur une carte mère qui est spécifique à chaque application et qui fournit l'énergie et les interfaces avec le monde extérieur. Voilà. Donc, du fait de la distribution des fonctions que j'ai évoquées en début de présentation, donc le projet CASE, le projet qui est porté par CLIRSI et qui a été labellisé par le pôle SCS, définit un calculateur qui, lui, est téléopérable. Donc, le calculateur sûr reste le même. Donc, on a sur la figure la même représentation. Par contre, les interfaces extérieures sont d'autres calculateurs, d'autres équipements et des supervisions afin d'en faciliter le déploiement, l'exploitation et la maintenance. Donc, les flux distants
Donc, ce ne sont plus des flux locaux, ce sont des flux distants, concernent cette fois-ci la mise à jour de l'applicatif sur du calculateur, donc la boîte bleue application, l'échange de commandes ainsi que l'envoi de logs au système de maintenance. Et donc, pour ce faire, on a recours à un calculateur dédié, donc celui qui va apparaître, Security Computer, qui va être en charge en fait des communications avec l'extérieur et devra résister aux attaques logiques, et non pas les attaques physiques, les attaques logiques menées contre le calculateur sûr. Donc l'événement redouté ici, c'est une prise de décision sur le calculateur sûr, permissive à temps. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des portes, on va faire passer un feu au vert alors que les conditions ne sont pas remplies. Donc le calculateur dédié à la sécurité qui est à droite repose sur une architecture risque 5, car nous ciblons in fine une certification au niveau 5+, selon les critères communs, et cette certification, en fait, elle requiert que les composants liés à la sécurité, comme la MPU et la MMU, puissent être analysés. Donc ça veut dire une certaine ouverture, en fait, des composants. Donc on a ensuite un environnement logiciel qui repose sur le microkernel Proven Core de société Proven Run, donc qui sera présenté par la suite, et qui assure notamment la ségrégation des espaces mémoire. Donc on va avoir deux types d'exécution disjointes, on va avoir une exécution normale et une exécution sécurisée pour les traitements qu'il nécessite. Les communications reposent sur une pile dédiée qui va permettre d'assurer la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des communications. Cette pile est à géométrie variable parce que en fait, l'infrastructure de communication sur laquelle notre système va être connecté, en fait, il est très dépendant et il est défini, géré par l'exploitant, et donc on a très peu de possibilités de modifier l'existant. Et donc on a un module spécifique, Firmware Update, qui prend en charge la réception des mises à jour du firmware safety et qui va être en charge de communiquer avec l'autre calculateur les mises à jour. Et enfin, donc, on a un filtre de communication, ComsFilter, qui est un filtre développé mathématiquement et prouvé, qui va assurer que les messages échangés entre les deux calculateurs, alors là, on ne va pas avoir une liaison Ethernet, mais ça va être certainement une liaison série, suit une grammaire formelle. Et en fait, tout message non conforme est alors ignoré. Et donc, pour le calculateur Security à droite, la partie sécurité est portée par les fonctionnalités représentées en orange, et développé, donc c'est aussi l'intérêt en fait, de ce projet, par deux méthodes formelles françaises différentes, B pour le filtre de communication et SMART, le Proven Core pour le microkernel. Donc le cadre de certification, il est multiple, avec des référentiels différents. Donc la certification safety pour le calculateur safety qui se rapporte, on a des normes, c'est les normes CNELEC 50, 126, 128, 129. Les risques n'évoluent que très peu et donc la certification n'a lieu qu'une seule fois. Donc le calculateur a été certifié au niveau SIL 4 en tant que plateforme et un autre certificat devra être obtenu pour le produit final. Mais le certificat plateforme permet de simplifier le processus de certification. Et puis pour la certification de security, donc pour l'ensemble des calculateurs, ça se rapporte aux critères communs, mais aussi à la norme CNELEC 62443. Et donc, ces certifications peuvent être réalisées plusieurs fois du fait de l'évolution rapide des menaces et aussi de la découverte de vulnérabilités qui vont imposer des modifications sur la partie sécurité. La criticité des infrastructures de transport, malheureusement, implique que dans nos études de sécurité, les attaquants sont réputés de posséder des moyens étatiques, donc on est obligé d'avoir des moyens de protection qui vont être en retard. Le microkernel Proven Core a été certifié au niveau 7 des critères communs et notre objectif dans le cadre du projet est d'atteindre le 5+, pour le calculateur CASE après la fin du projet. Et donc ce qui est intéressant en fait dans cette approche, c'est que la ségrégation entre les deux calculateurs devrait permettre, parce que pour l'instant on n'a pas joué le scénario, de limiter l'impact des modifications et des travaux de certification et de recertification. C'est-à-dire qu'en fait, si on mélange à la fois safety et security, si l'évolution de la partie sécuritaire implique de modifier en fait, le calculateur, on sera obligé en fait de tout recertifier. Le fait d'avoir ségrégué les deux aspects permet de limiter les modifications, les travaux de recertification à juste un aspect. Alors, ce qui est important aussi, on s'est simplifié la tâche en ne considérant pas les attaques physiques, mais uniquement les attaques logiques.
car la manipulation des calculateurs, en fait, nous paraît, je ne vais pas dire impensable, mais difficile, parce qu'en général, c'est un marché particulier, et ces calculateurs, en fait, sont exploités dans des locaux techniques à accès restreint. Alors, un cas d'usage qui peut être un cas typique en fait de l'utilisation dans le domaine ferroviaire. Donc, on a une infrastructure, un réseau de communication. Donc, comme j'ai dit, on n'a pas ou très peu d'incidence. On a des calculateurs connectés et attachés à des éléments de signalisation. Donc, ça peut être, comme ici, un feu, ça peut être un aiguillage. On peut imaginer que l'aiguillage demande au feu de changer d'état, d'interdire tout passage avant que l'aiguillage ne change de position. Parce que je vous rappelle que les trains ne sont pas censés passer sur des aiguillages qui sont en train de bouger, sinon on a un déraillement. Donc, on peut avoir un échange de commandes entre ces calculateurs. On a aussi un PC de maintenance qui est en charge de capturer toutes les informations de fonctionnement de l'ensemble. On a une supervision qui permet de commander les calculateurs en ligne, mais aussi de mettre à jour les applicatifs safety. Et enfin, concernant la sécurisation des communications, il faut que ça soit à géométrie variable. Donc, on peut avoir quelque part une infrastructure de gestion de clés, mais on peut être aussi réduit à n'utiliser que des secrets partagés au préalable. Donc, je voulais terminer ma présentation en vous partageant un peu la démarche de construction du projet, parce qu'on se pose toujours la question, mais comment est-ce qu'on fait pour monter un projet et pour faire en sorte qu'il soit réussi. Donc, l'histoire commence il y a longtemps. Hein. On a commencé les travaux de certification critères communs à la création de CLIRSI en 2001, en développement des modèles formels de politique de sécurité pour différents fabricants de cartes à puce. Ensuite, on a développé, certifié nos premiers systèmes sûrs en 2007. Ensuite, la sécurité est devenue un thème d'intérêt de plus en plus fort dans le monde ferroviaire, même si au début, ça freinait les cas de fer, avec la rédaction de spécifications techniques et de standards. En parallèle, en fait, on a monté notre compétence, on a multiplié les entretiens techniques avec des entreprises européennes, japonaises, nord-américaines, on a participé à des conférences scientifiques et séminaires, on a confronté nos idées, nos points de vue. Et donc, on a convergé vers une solution qui contenant notre calculateur sûr, Proven Run et leur microkernel de Proven Core, et une solution sécuritaire basée sur une architecture RISC-V. Au sortir du confinement, il y a eu un premier appel à projet intitulé Le Grand Défi Cyber qui a été publié en novembre 2020. Donc, on a construit une proposition avec les éléments que je viens de citer. Elle a été labellisée en janvier et on l'a déposée dans la foulée, mais elle n'a pas été retenue, elle n'a même pas été ouverte, elle n'a pas été lue, parce que le budget alloué à cette époque avait déjà entièrement été consommé à la date de dépôt. Coup de chance, en automne 2021, donc un autre appel à projet, plus orienté avec 3 thématiques, dont l'une est les technos innovantes critiques. Donc la proposition et le label ont été repris tel quel et soumis. Donc le projet est retenu et il est annoncé en février 2022 par Bruno Le Maire lorsque le campus cyber à la Défense a été inauguré. Et donc il fait partie des 5 projets qui ont été retenus à cette occasion. Et enfin, donc le projet débute. Sci-Fag, l'entreprise californienne pour laquelle on avait choisi une carte RISC-V particulière, renonce à la produire et donc déclare travailler sur la carte d'après. Donc on décide en fait de faire une preuve de concept, non pas sur du RISC-V, mais avec une carte ARM existante. Mais malgré tout, l'entreprise allemande qui doit nous fournir les modules industriels nous demande de patienter 14 mois pour l'approvisionnement. Donc, ce qui nous conduit à prolonger le projet. Et on considère que la carte à base du RISC-V sera finalement réalisée en dehors du projet, même avec la prolongation. Voilà, c'est la fin de l'histoire, enfin, en tout cas de cette présentation. Je voudrais maintenant laisser la place à Thierry Chenet qui va vous parler plus de sécurité et de Proven Core. Merci Thierry. Effectivement, mouvementé ce projet. Donc, on va passer la parole à Thierry Chenet, donc CEO de Proven Run, qui va justement commencer son propos en nous détaillant et nous expliquant bien, distinguant bien la partie sûreté et la partie sécurité, et également l'interfaçage entre les deux. C'est à vous.
Merci, bonjour à tous. Thierry Chenet, je suis directeur général de Prove and Run, une start-up française spécialisée en cybersécurité pour le monde de l'IoT. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler donc, sur la continuation de ce que Thierry Lecomte vient nous présenter sur Clearcy. Juste vérifier si vous voyez bien mon écran ou pas. Oui, j'ai l'impression que oui. Super. C'est une slide blanche, mais... Je pense que là, c'est en train d'apparaître. Je vois rien. Je vois une slide blanche. Mais ça devrait... OK. Parfait. Alors Thierry Lecomte avait commencé à parler. Alors, rapidement sur Prove and Run, nous sommes une start-up spécialisée en cybersécurité pour le monde des objets connectés. Et notre spécialité, c'est les niveaux de sécurité les plus élevés. Donc, nos produits, ce sont des systèmes d'exploitation, des OS, ou des micro-noyaux, ainsi que des applications au plus haut niveau de sécurité. Notamment, notre principal OS, qui s'appelle Proven Core, a été certifié au niveau 7, qui est le plus haut niveau possible sur l'échelle des critères communs en 2019 par l'ANSSI. Donc, nous pensons que c'est la bonne base pour venir sécuriser des systèmes critiques qui en ont besoin. Les deux, de plus en plus, lorsqu'on parle, la question qui se pose, c'est pourquoi. Donc, pourquoi combiner à la fois sûreté et sécurité? Quels sont les enjeux qui y sont liés? C'est le cas non seulement dans le ferroviaire, mais de manière plus large dans le monde des transports, dans le monde aérien, dans le monde de l'automobile, où le monde de la sûreté qui est bien connu et qui existe depuis plusieurs décennies et qui est très bien régulé, doit se combiner de plus en plus avec le monde de la sécurité. Donc, je pense que les deux mondes sont assez différents parce que parfois, il y a des recouvrements, mais il y a également des différences. Le monde de la sûreté se concentre beaucoup plus sur des risques physiques et sur des impacts qui peuvent arriver, sur des impacts humains. Et donc, ces risques physiques sont plutôt prévisibles. Donc, même s'ils arrivent en fait assez peu, l'impact peut être très important sur un système comme un train, par exemple. Le monde de la sécurité, lui, se concentre sur des systèmes numériques, donc moins des systèmes physiques, et des risques qui, du coup, sont en évolution constante. Donc, les approches, donc les focalisations du monde de la sécurité et du monde de la sûreté sont très différentes. Donc, l'un s'occupe beaucoup plus du monde physique, l'autre du monde numérique. Et du coup, les régulations et les menaces, les vecteurs d'attaque auxquels on répond, les manières d'y répondre et les régulations auxquelles on se réfère sont très différentes. Cela dit, en fait, entre ces deux mondes, il y a des différences. Il y a également des façons de répondre à la bonne intégration des deux. Lorsque Thierry Lecomte présentait les deux calculateurs sûreté et sécurité côte à côte, il est important de résoudre certains conflits qui peuvent apparaître entre les deux. Lorsqu'on pense par exemple au monde de la sûreté et de la sécurité, il y a souvent des demandes qui sont différentes entre les deux domaines. Le monde de la sûreté, par exemple, est souvent un monde qui est lié au temps réel. Donc, il y a des contraintes temps réel très fortes. Le monde de la sécurité, moins. Tout simplement parce qu'il faut pouvoir répondre. Il y a un certain nombre de protocoles liés à la sécurité, liés par exemple à l'authentification, à l'encryption, à la détection d'intrusion, qu'il convient de mettre en place. Et donc, ça, ce sont des choses qui viennent entrer en conflit et donc détériorer les performances de systèmes temps réel. C'est le cas également dans tout ce qui est contrôle d'accès. Par rapport à des situations d'urgence où il faut pouvoir accéder à un système très vite, le contrôle d'accès vient ralentir ce genre de choses. C'est le cas également dans tout ce qui est mise à jour logicielle et patching. Lorsqu'on prend un système qui a des contraintes de sûreté très fortes, la mise à jour ne peut se faire qu'à certains moments bien précis et donc ne peut pas se faire à tout instant. Donc on ne peut pas redémarrer certains calculateurs comme on le souhaiterait, ça ne peut se faire que de manière très, très ciblée. Donc la bonne manière d'intégrer et de résoudre des conflits potentiels entre sûreté et sécurité doit se faire dans la collaboration avec plusieurs disciplines. Et donc cette intégration, c'est Clearcy qui la réalise pour ce projet. Donc en prenant les contraintes des deux côtés, donc en concevant quels sont les risques qu'il faut prendre en compte, quelles sont les régulations auxquelles il faut se conformer, voir en fait quels sont les différents vecteurs d'attaque et du coup concevoir
le système dans son ensemble et donc l'améliorer au fur et à mesure qu'il sera conçu. Ça, c'est une dimension qui est très importante et lorsqu'on intègre à la fois les domaines de la sûreté et de la sécurité. Du côté Proven Run, au-delà du projet sur lequel nous travaillons en commun avec l'ERSIL, il y a également un autre projet dont je voulais parler aujourd'hui qui est un exemple intéressant, qui est celui d'un contrôleur embarqué dans les trains. Donc là, nous travaillons avec un acteur ferroviaire qui cherche à concevoir une solution, une plateforme générique qui sera embarquée dans les différents trains et qui permette une convergence de plusieurs choses. Un premier domaine de convergence, c'est la convergence entre des fonctions génériques et des fonctions beaucoup plus sensibles liées à la sécurité. Et une deuxième convergence, c'est une convergence entre les types de trains. Est-ce que ce sont des trains à grande ligne et grande vitesse, ou bien des trains qui sont plutôt liés des trains de proximité liés au transit urbain. Donc eux, cet acteur ferroviaire souhaite concevoir une plateforme, un produit qui soit concurrentiel, qui puisse adresser des demandes à venir en termes de régulation, également de besoins fonctionnels. Donc, la partie de droite, en fait, je vous montre quels sont un petit peu les exemples de fonctions qu'ils cherchent à assurer sur ce calculateur qui est très générique. Donc, ça pourrait être tout à fait fourni par le calculateur tel que décrit par Thierry. Donc, c'est être capable de gérer en fait de l'acquisition de données, de senseurs liés au matériel roulant, et également liés à certains modules de communication qui sont présents. Également lié toute la partie gestion et contrôle du train, tout ce qui est la TCMS Gateway, ainsi que la communication avec les équipements qui, eux, sont fixes. Donc, il y a un certain nombre de communications à la fois sensibles, mais à la fois génériques, que ce contrôleur pourra gérer. Je disais que du côté Proven Run, notre spécialité était la sécurité. Alors, de notre côté, dans le ferroviaire, on a vu pour ce produit précis qui était donc un contrôleur embarqué dans les véhicules, différentes architectures. Une des conceptions que l'on voit souvent pour la partie sécurité, c'est on entend souvent que rajouter un hyperviseur suffit. Donc, pour protéger un objet, la conception qu'on a souvent, c'est rajouter un hyperviseur est suffisant. Ça nous permet d'isoler différentes fonctions et de continuer à fonctionner comme ça avec des virtual machines. Donc là, souvent, ce qu'on voit, c'est deux calculateurs, deux computers, donc deux hardware différents, un hyperviseur au-dessus qui vient gérer les deux cœurs et qui vient assurer certaines fonctions de sécurité dans une des machines virtuelles. Simplement, lorsqu'on parle des attaques logiques, cette approche ne fonctionne pas vraiment parce que le système d'exploitation fait partie de la base de confiance et les fonctions de sécurité qui tournent sur ce système d'exploitation ont besoin que cet OS soit sûr, même quand un hyperviseur est utilisé. Donc, lorsque de notre côté, on travaille vers les plus hauts niveaux de sécurité, et Thierry Lecomte mentionnait les niveaux EL5+, qui est visé pour le calculateur, on a besoin d'une architecture qui soit beaucoup plus sécurisée. Typiquement, lorsque nous chez Proven Run visons les plus hauts niveaux de sécurité, nous préférons changer cette architecture pour aller vers quelque chose de différent, pour aller vers quelque chose qui amène une bien meilleure isolation. Donc cette meilleure isolation, on l'amène via deux concepts principaux. Le premier, c'est le concept de la Trust Zone, qui est une architecture ARM et qui se retrouvera également sur RISC-V, qui permet une isolation au niveau du matériel, donc d'assurer certaines ressources matérielles dédiées pour le monde de la sécurité, pour le Secure World, et également d'amener un OS de sécurité que le nôtre s'appelle Proven Core, qui a été certifié au plus haut niveau. Donc, amener en fait ces deux changements supplémentaires, donc la Trust Zone qui amène une vraie séparation au niveau du matériel et également un OS au plus haut niveau de sécurité et qui a été certifié, permet une bien meilleure isolation, permet une bien meilleure combinaison des différentes fonctions de sécurité et de sûreté. Ça, en fait, nous pensons que c'est indispensable dans le monde ferroviaire et plus largement dans le monde du transport, parce que les événements, le genre de risques qui arrivent, c'est des risques en fait qui sont qui peuvent être assez ponctuels, mais qui peuvent être assez catastrophiques dans leurs conséquences. Donc, il revient en fait de viser les plus hauts niveaux de sécurité pour s'en prémunir.
Je m'arrête ici et repasse la parole à vous, Fabienne, pour la partie Q&A. Merci Thierry. Alors, je rappelle à nos participants que vous pouvez poser vos questions donc à Proven Run et à Clearcy. Dans le module questions, je n'ai pas de questions pour le moment, donc n'hésitez pas. Peut-être qu'on peut prévoir quelques questions. Par exemple, à Thierry Lecomte, Clearcy, par rapport au projet que vous avez présenté, là, le POC que vous avez développé avec une architecture un peu différente par rapport à vos fournisseurs. Est-ce que vous en avez aussi, est-ce que la fameuse pénurie de semi-conducteurs, est-ce que vous en avez été aussi victime? Comment vous allez faire pour concrétiser ce projet? On est en plein dedans, mais bon, ça c'est après on va dériver un peu, mais on a changé de métier. Jusqu'à présent, on faisait du design hardware, on avait une BOM, on passait par notre broker, on récupérait les composants et aujourd'hui on joue jusqu'à 8 fois parce qu'il manque des composants, donc on fait du redesign et ainsi de suite. Donc oui, il y a des projets qu'on a abandonnés parce que certains composants, leur prix était multiplié par 100. Oui. Et dans le cadre du projet, oui, 14 mois. Et donc ça, c'est un argument recevable par BPI pour qu'on puisse prolonger le projet parce que sinon on s'arrête. Enfin, on peut pas aller au-delà du POC. Donc la différence, c'est que on est sur le POC avec un starter kit et l'idée après, c'est d'avoir la carte au format industriel et c'est celle-là qui est compliqué à obtenir. Et vous, chez Proven Run aussi, comment ça se passe de l'autre côté? C'est quoi peut-être les problématiques? Alors de notre côté, nous sommes uniquement éditeurs de logiciels. Donc après, les contraintes matérielles qu'expliquait Thierry Lecomte nous impactent également. Donc lorsqu'on parlait de risque 5, on pense qu'effectivement, c'est la bonne approche pour s'affranchir de certaines contraintes au niveau matériel. Après, c'est une compétence sur laquelle beaucoup de fabricants de silicium européens sont en train de monter en puissance. Donc nous, il y a certains projets sur lesquels, par exemple, on collabore avec Cortus, qui est un des spécialistes du risque 5, et qui lui aussi a besoin de monter en compétence, de monter en puissance sur le sujet. Et ce sont en fait, il y a besoin de monter en compétence, mais il y a une norme par rapport à ça pour. C'est standardisé. Alors, c'est de l'open source, hein, donc là, du coup, c'est pas tout à fait standardisé dans le sens où il n'y a pas de régulation qui pèse encore dessus. Mais du coup, c'est également chacun de s'emparer de l'IP qui existe et de construire par-dessus. Donc, Thierry Lecomte mentionnait SiFive. Il y a également d'autres acteurs du risque 5 qui existent et qui viennent construire des architectures et donc du hardware sur risque 5. Ok, il y a une première question pour vous, Thierry Lecomte. Merci. Donc, vous parlez d'une architecture qui passe de centralisé au plus près des capteurs. L'automobile semble faire le chemin inverse. J'en sais rien. Semble faire le chemin inverse. Moi, en j'en quoi ai le contexte testé en fait, ce que je comprends de cette question, c'est qu'il y a des calculateurs de zone en fait dans la voiture qui arrivent. Mais il y a toujours un calculateur central qui n'est pas redondé, parce que je vous rappelle que l'automobile, la boucle de rattrapage, c'est l'être humain qui est derrière le volant, alors que nous, dans le ferroviaire, enfin en tout cas les métros automatiques, il n'y a personne à bord, et donc il y a une redondance qu'il n'y a pas dans les véhicules d'aujourd'hui. Alors je ne parle pas des véhicules autonomes, mais le véhicule que vous conduisez aujourd'hui, il n'y a pas de redondance, il y a un seul calculateur, et s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est vous qui êtes responsable de ce qui se passe. Directement. Alors c'est vrai qu'il y a un calculateur central, alors je me souviens plus du nombre de calculateurs déportés sur les réseaux CAN et VAN sur les véhicules, mais je dirais pas que c'est en tout cas à ma connaissance, c'est pas le chemin inverse, il y a vraiment une distribution. Enfin, je sais pas, c'est pas ma perception. Je pense que ça dépend aussi du type de calcul qui est effectué. Donc certains calculateurs sont effectués justement sur une voiture, sont effectués sur ces gros calculateurs, mais d'autres restent effectués
notamment pour la fonction de sûreté, je pense au plus près des capteurs eux-mêmes, hein. Ok, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être que pour Run, vous avez une question pour ClearSea ou inversement aussi? De notre côté, en fait, on est juste très content de pouvoir avancer ensemble. Enfin, Thierry Lecomte mentionnait un calendrier qui s'est étalé dans le temps. Voilà, enfin, nous sommes contents d'avoir l'opportunité de pouvoir enfin travailler ensemble sur ce calculateur et de l'amener dans le ferroviaire aux différents acteurs français et européens. On pense que ce sera quelque chose qui aura de nombreuses applications, sans doute même au-delà du ferroviaire. Donc, Oui, j'espère. Alors après, le calendrier, dont j'ai parlé d'un problème de ressources matérielles, mais il y a aussi un problème de ressources humaines, parce que ça, il faut en parler aussi. On a globé énormément de techniques, technologies, il faut les savoir-faire correspondants, et c'est compliqué de trouver des ingénieurs qui font la safety. Pour la cybersécurité, j'en parle même pas. Et donc, avoir un projet qui mélange en fait ces deux compétences, en fait, c'est compliqué c'est compliqué en fait d'avoir les ressources qui vont être disponibles pour ce projet. Donc là, les problèmes de disponibilité matérielle, en fait, ça nous a bien arrangé pour la réalisation du projet aussi. Ouais. Pour avoir le temps de recruter, quoi, c'est ça, et pour avoir le temps d'identifier quelles compétences pouvaient rejoindre vos Non, équipes. pas forcément recruter, mais utiliser des ressources internes pour faire les projets, oui. Ah oui, d'accord. Quand Okay. vous avez oui. En général, pour ce type de projet, encore une fois, on engage notre responsabilité tous les jours. Donc on sait qu'un jour, il y a un accident, parce que le zéro défaut n'existe pas, on n'est pas dans un monde parfait, on n'est pas dans la matrice, et on sait qu'un jour, en fait, viendra où il y aura un accident à cause de nous, quoi. Et il faut absolument être sûr que ce qu'on a fait, on l'a bien fait, et en général, c'est pas un travail qu'on confie à des débutants, même si il y a un cadre technique, organisationnel donné, c'est tout de même ça nécessite tout de même des compétences et une expérience qui sont plutôt rares à trouver. Ok, merci pour ces précisions. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions, mais c'est vrai que c'est le lundi aussi. Je veux dire que c'est la première fois que je fais un webtech le lundi et je retiendrai ça comme leçon aussi. Je vous propose de faire un petit zoom sur les prochains événements en présentiel que va organiser SCS en septembre. Il y a beaucoup de choses, avec également des aspects aussi cybersécurité qui sont mentionnés, hein, pas forcément dans le transport ferroviaire, mais en tout cas dans le transport tout court, puisqu'il y a un sujet mobilité qui sera traité le 26 septembre au village Baïséa avec trois tables rondes, hein, sur la mobilité de demain, la mobilité as a service, la multimodalité, mais aussi le smart charging, la mobilité électrique notamment, avec beaucoup d'acteurs. Il y a le 12 septembre, donc un peu avant, une rencontre ville et territoires décarbonés au Pharo, du jardin du Pharo, à Marseille, avec également différents sujets pour le numérique au service des villes et des territoires décarbonés. Et puis, vous le voyez, le 28 septembre, à Sophia Antipolis, à la Maison de l'Intelligence Artificielle, une matinée, groupe de travail IA et Data Science, avec différents sujets innovants, très inspirants également. Et le midi, networking et déjeuner, bien sûr, avec un après-midi, une exposition de cas d'usage dans le domaine de l'IA et de l'IoT. Et ce sera, je vous le disais, le 28 septembre après-midi, avec une délégation normalement allemande qui sera présente. Il y a une autre question. Ah oui, une dernière question pour vous, à nouveau pour ClearSea. Merci pour la question. Ah non, ben non, il n'y a pas d'autres questions, je suis désolée. Non, c'était pour vous remercier. C'était pour vous remercier. Donc voilà, écoutez, merci à tous les deux. Je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay, mais aussi sur YouTube. À vous, hein, Thierry Lecomte et Thierry Chenès, si vous voulez réutiliser vos propos en format MP4. Donc, vous pouvez le réutiliser à des fins personnelles, en tout cas, hein, et marketing. Et je vous donne rendez-vous, écoutez, au mois de septembre pour ces événements présentiels avant un prochain webtech qui devrait avoir lieu en septembre, mais dont on vous confirmera la date et le sujet dans les jours à venir. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci Fabienne. Merci. Au revoir. Au revoir.